Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le Collimateur et Paroles d'Histoire, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat, le Rubicon d'ailleurs, c'est pertinent en l'occurrence, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, comme toujours en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et tous. Et effectivement, le Rubicon, c'est d'actualité. Nous parlons aujourd'hui de guerre et de cela dans l'Antiquité romaine, en compagnie de François Cadiou, qui est professeur d'histoire romaine à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Bonjour et bienvenue dans le Fil de l'Épée. Bonjour. Alors on vous reçoit en particulier pour parler de votre livre paru en 2021 aux Belles Lettres. 2018. Alors, on vous reçoit en particulier pour parler de votre livre paru en 2018 aux Belles Lettres, L'armée imaginaire, les soldats prolétaires dans les armées romaines au dernier siècle de la République. Un livre, il faut le dire, qu'on a trouvé remarquable, qui m'a personnellement absolument fasciné, notamment parce qu'il ose affronter directement et même contredire, source à l'appui, certaines des idées les plus diffusées sur la République romaine. Pour le dire autrement, après avoir lu votre livre, on peut prendre quasiment tous ces livres et manuels d'histoire romaine sur son étagère, prendre le chapitre sur la crise de la République et passer un tiers ou la moitié du texte au feutre noir. Alors évidemment, il ne faut jamais faire ça sur un livre, mais disons-le, c'est rare de lire un travail qui remet en cause aussi directement et de façon aussi efficace, avec de vraies leçons de méthode, des lieux communs historiographiques. D'où le titre du livre, l'armée imaginaire, c'est celle qui a été imaginée par les historiens modernes, et c'est pas tout à fait l'armée réelle de la République romaine qu'on va essayer de retrouver en votre compagnie. Et on peut dire de ce point de vue que c'est un livre d'histoire militaire qui fait date, en fait, ce qui n'est pas si fréquent, en fait, c'est en brainstormant pour chercher des sujets d'émission, on s'est en fait posé cette question de savoir ce qui avait vraiment fait date en histoire militaire depuis quelques années ou quelques décennies, c'est-à-dire des ouvrages, des travaux qui avaient vraiment changé la perception qu'on peut avoir d'épisodes, de moments d'histoire militaire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce travail. D'ailleurs, comme pour les conflits oubliés, on est ouvert tout à fait aux suggestions si les auditeurs ont d'autres idées là-dessus. Mais donc pour prendre la mesure de ce renouvellement, il faut sans doute commencer par replacer le cadre général pour les auditeurs dont les souvenirs d'histoire romaine seraient lointains ou vagues, ce qui est bien normal à moins de l'avoir eu pour passer un concours ou d'être particulièrement fan de la série Rome. C'est quand même assez rare qu'on entre dans le détail du métier civique à Rome, à part quelques généralités sur le cursus honorum, sur la carrière des honneurs, qu'on a d'ailleurs plutôt au collège. Donc, pour commencer vraiment, qui est dans l'armée romaine pendant la République et que disent les institutions là-dessus et quelle place est-ce que ça a, disons, symboliquement dans la carrière d'un citoyen romain ou plus largement, parce qu'on verra que c'est pas la même chose, d'un habitant de Rome? Alors, c'est une question effectivement tout à fait centrale. Alors, on dirait peut-être pas la carrière d'un citoyen romain, mais le métier d'un citoyen romain, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre de Claude Nicollet, qui consacre d'ailleurs 2 chapitres à la militia, donc au service militaire, dans cet ouvrage qui est peut-être et qui reste encore un peu la Bible sur la question dans l'historiographie française. Et pour répondre plus directement à votre question, l'armée, elle est centrale. C'est une des institutions autour de laquelle, finalement, c'est constitué l'ensemble des institutions civiques, puisque le système civique romain, au fond, a pour finalité, quelque part, de se gérer politiquement et de se défendre lui-même. Donc, le devoir du citoyen, c'est de participer politiquement dans les institutions, les assemblées du peuple romain, et puis c'est de répondre donc à l'appel de la République. C'est l'un des titres que j'ai donné à l'une des parties de mon livre, et donc de servir dans la Légion romaine pour défendre la cité contre des menaces réelles ou supposées d'ailleurs. Donc avec une sorte de continuité avec ce qui venait avant dans les cités grecques notamment, c'est-à-dire l'idée que c'est tout le monde et c'est aussi et surtout les meilleurs, les plus riches, les plus fortunés, parce que ce sont eux qui sont en quelque sorte les premiers des citoyens et qui donc doivent donner les autres. Peuvent s'équiper. Tout à fait. Donc le principe qu'on oublie peut-être parfois, c'est que l'armée républicaine est une armée de conscription. C'est une armée qui n'existe pas quand la guerre n'existe pas, qui est donc constituée par des citoyens qui sont enrôlés en fonction des besoins du moment. Il se trouve que Rome a toujours des besoins militaires et donc l'armée est finalement, disons, permanente de fait, mais pas institutionnellement. Et ces citoyens accomplissent cette obligation militaire en fonction, au fond, de leur place dans la société civique, dans la hiérarchie civique, avec
disons, une charge qui repose principalement sur les citoyens les plus fortunés. C'est le principe de départ, hein, sachant que les citoyens les moins fortunés, en principe, ne sont pas concernés par cette charge-là. Toute la question que l'historiographie s'est posée, c'est de savoir si ce principe, qu'on appelle parfois l'égalité géométrique, a été à un moment donné, dans le cadre de l'armée, remis en question pour, au contraire, désormais, faire reposer la charge sur les plus pauvres. L'égalité géométrique ? Oui, alors l'égalité géométrique, c'est une formule que l'historiographie moderne utilise pour définir ce principe civique qui est celui qu'on observe dans le fonctionnement des institutions républicaines, qui consiste au fond à proportionner les charges et les devoirs en fonction de la fortune et de la dignité. La place de ces citoyens dans cette armée romaine dépend aussi des contextes et des contextes guerriers. Et pour schématiser vraiment pour les gens qui nous écoutent, là encore qui ont des souvenirs pas forcément très précis, on pourrait dire qu'il y a deux phases pour cette République romaine. Alors, il y en a plus, mais les deux principales qui nous intéressent, qui seraient au IIe siècle avant notre ère, des années 200 aux années 100, pour aller très vite, les conquêtes, les victoires sur Carthage, les victoires sur les grandes monarchies grecques et du coup l'extension d'un vaste empire territorial. Et puis la période qui suit, la période entre les années 100 et l'avènement de l'empire 31, 27, enfin à la fin de la période, la fin de la République, c'est des années où les conquêtes se poursuivent, mais c'est surtout les années de guerre civile, de guerre interne avec des affrontements entre Marius, Sulla, César, Pompée, Octave, Antoine, les grandes guerres civiles de la République. Donc une armée qui a d'abord été vouée aux conquêtes extérieures et qui ensuite s'abîme dans les conflits intérieurs. Est-ce que, en première approche, on peut dire que cette schématisation fonctionne ? Alors oui, tout à fait. On peut effectivement insister sur le fait que la vision que l'historiographie moderne a de l'histoire romaine en général et de l'histoire de l'armée en particulier, elle repose, cette vision, sur une opposition entre une période triomphante et puis une période de difficulté, de déclin, de crise, qui est au fond quelque chose que l'historiographie latine avait déjà, périodisé. Mais au-delà, finalement, du IIe et du 1er siècle avant Jésus-Christ dont vous parlez, on pourrait dire que l'ensemble de l'histoire romaine est périodisé de cette façon-là, avec une période de formation qui irait des origines jusqu'à la fin du IVe siècle, qui correspond aussi au moment de la formation de l'armée civique. Et puis, à partir de la fin du IVe siècle jusqu'à la fin du IIe siècle, on serait là dans la période pour l'histoire de l'armée romaine de la Légion manipulaire, qui correspond à l'armée de la conquête, alors conquête de l'Italie, affrontement contre Carthage en Occident, puis ensuite conquête méditerranéenne au sens plus large, donc conquête mondiale, puisqu'aux yeux des Romains, tout ce monde autour de la Méditerranée correspond à l'orbis terrarum, c'est-à-dire au monde habité, le seul qu'il vaille la peine d'ailleurs d'être conquis, le reste n'a pas d'importance. Et puis, à partir donc du tournant du IIe et du 1er siècle, une phase de déclin, qui correspond aux yeux de l'historiographie moderne à une phase de crise du système politique et à une phase de transformation de l'armée romaine, les deux entretenant évidemment un lien. Et cette phase de transformation de l'armée romaine, c'est le passage de la milice civique à l'armée soi-disant professionnelle. Tout ça étant ensuite suivi par un nouvel âge d'or, en tout cas pour un certain nombre d'auteurs, c'est-à-dire l'âge de l'Empire. Mais alors c'est intéressant parce que du coup, effectivement, la question dès lors centrale pour tous ces auteurs qui écrivent, on en reparlera dans quelques minutes je pense, mais souvent bien après, notamment souvent depuis la période impériale, mais ils se demandent globalement qu'est-ce qui a merdé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout marchait très bien et là on sort de 30, 40, voire un siècle de désordre interne et de déchirement interne, de guerre civile. Et on sait que dans la mentalité héritée notamment de la Grèce et la stasis, c'est le pire des maux, les citoyens qui se déchirent entre eux. Et donc, une des explications, pas la seule, mais en tout cas une bonne explication qui est vraiment au centre du livre, c'est c'est de la faute de l'armée. On a touché à l'armée, et quand on touche à l'armée, tout le reste s'effondre. Tout à fait. Vous avez parfaitement résumé un petit peu les termes du débat. En tout cas, la façon dont
dont ils ont été posés et la manière dont ils s'articulent aussi à la vision rétrospective qui est celle de l'historiographie ancienne. Parce qu'il faut toujours rappeler que le passage en fait de la période d'expansion à la période de dissension interne, c'est un modèle qui est proposé par exemple par l'historien donc de langue grecque Appien d'Alexandrie au IIe siècle après Jésus-Christ, et qui introduit donc ces 5 livres des guerres civiles par la dissension des Gracques, la sédition plutôt des Gracques en 133. Donc ce point de bascule de la fin du IIe siècle, il est dans l'historiographie moderne hérité des sources anciennes, qui un mouvement social qui avait proposé aussi effectivement des explications, comment en était-on arrivé là. Et l'historiographie moderne est très dépendante des grilles de lecture qui avaient été proposées dans les sources anciennes. Et se rajoute à, disons, ce modèle général, une conviction dans l'historiographie moderne que parmi les facteurs, ce n'est pas le facteur unique, mais parmi les facteurs qui ont contribué à la crise interne et au fond qui ont rendu possible les guerres civiles, c'est le changement de nature de l'armée romaine à cette époque. Donc ça, c'est un point effectivement très important. Un changement de nature qu'on peut peut-être résumer de la manière suivante. Auparavant, au temps idéal de la République et de ses belles conquêtes, c'était une armée de citoyens tournée vers la défense de la cité et la guerre extérieure, mais c'est devenu une armée de quasi-mercenaires soldats professionnels qui ne défendent plus la République, mais qui défendent leur propre chef, leur impérator, qui suivent avec fidélité. Et pourquoi ils font ça? Parce que au lieu d'être les citoyens... Impérator, qui, précisons-le, à l'époque ne veut pas dire empereur. Voilà, l'impérator, c'est celui qui est l'impérium, qui a le pouvoir, l'autorité. Voilà, le grand chef de guerre, dont le premier modèle est Marius, on va en reparler évidemment, personnage très important. Donc, au lieu de suivre, de défendre la République, ils suivent leur chef dans une infidélité personnelle. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'au lieu d'être des citoyens modèles, et disons avec une certaine noblesse de caractère, mais aussi un certain statut social, ce sont devenus les bas-fonds de la société qui sont venus remplir les légions romaines. Alors, ce schéma-là, c'est celui, vraiment, c'est cet élément clé que vous essayez et que vous réussissez dans le livre à décortiquer et à en montrer que, au fond, ça repose sur rien. D'un point de vue documentaire, on connaît mal cette armée du 1er siècle, et tout ce qu'on vient de dire sur des soldats prolétaires, issus des plus basses couches sociales, suivant leur propre chef, n'étant plus des conscrits de la République, mais des volontaires appâtés par le butin, finalement, les auteurs anciens ne disent pas tout à fait ça. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, la formule que vous avez utilisée fait écho à une citation que je mets en avant à un moment dans le livre, qui est celle d'un livre très important, qui a été publié au départ dans les années 30, puis réédité dans les années 50, qui est l'histoire romaine de Bloch et Carcopino, des Gracca Sylla, un grand classique qui a disons, constitué l'une des bases de la culture historique pour des générations, y compris d'ailleurs la mienne, et dans lequel, dans le chapitre les chapitres qu'il rédige, Jérôme Carcopino à un moment écrit que Marius avait rempli les légions du peuple romain des déchets sociaux donc de la cité. Ce qui est évidemment une formule qui, je trouve, illustre assez bien l'état d'esprit, je parle d'état d'esprit volontairement, l'état d'esprit dans lequel l'historiographie moderne a abordé cette question. Jérôme Carcopino, qui est un immense historien, et, aussi ministre sous Vichy, il y a des petits trucs à dire sur Jérôme Carcopino qui donne de la cohérence à tout ça, quoi. Oui, c'est-à-dire une vision, d'abord un jugement de valeur, qui est quelque chose, pourtant, que nous, enseignants en histoire, on essaye d'apprendre à nos élèves à ne pas à proscrire en histoire, en tout cas de cette manière-là. Et c'est vrai qu'il est assez frappant donc, de voir, et ça c'est un point que j'ai aussi souligné dans le livre, que la vision de l'histoire, que l'historiographie moderne a de l'armée romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ est une vision extrêmement péjorative. Et une des questions soulevées dans ce livre, c'est de se demander jusqu'à quel point cette vision péjorative qui sature absolument toute l'historiographie moderne est fondée, justifiée par des documents ou par des éléments qui permettraient
effectivement de trouver la trace de ces fameux déchets sociaux, si tant est qu'on puisse d'ailleurs considérer que cette formule a une quelconque valeur. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on lit l'historiographie, il faut être aussi attentif aux présupposés qui sont révélés par les expressions, les formules qui sont employées parfois un peu à l'emporte-pièce par les historiens. Mais moi, je trouve qu'elles sont très révélatrices. Alors c'est très révélateur, c'est révélateur aussi sans doute d'une culture de ces historiens modernes, dont beaucoup étaient des militaires, d'anciens militaires, ou écrivaient, comme le Prussien Mommsen, dans une période de grande transformation militaire. Mais si on laisse ça de côté un instant et qu'on essaie de comprendre quand même d'où ça vient, parce que ça vient pas de nulle part, cette idée que effectivement les armées romaines seraient à un moment donné remplies de citoyens d'origine sociale beaucoup plus basse. Il y a quand même une origine textuelle à ça, dont on peut évidemment faire la critique, vous le faites, mais la plupart de ces auteurs se fondent sur un passage très précis, un passage de Salluste, qui dans les années 40 avant notre ère, décrit les actions du consul Marius, en 107 avant notre ère. C'est le Dilectus de Marius. Alors il faut là vraiment s'attaquer à ce moment, parce que c'est au fond la clé sur laquelle repose tout l'édifice interprétatif dont vous parlez dans le livre. Alors d'abord, qui est Marius ? Pourquoi c'est un personnage important pour l'armée romaine à la fin du IIe siècle ? Et qu'est-ce qu'un Dilectus ? Et qu'est-ce qu'un dilectus ? C'est une très bonne question. Donc le dilectus, c'est le terme latin qui désigne bien la levée, hein, c'est-à-dire le moment où on procède à l'appel et à l'enrôlement donc des citoyens selon le principe que j'ai décrit tout à l'heure. On dirait la mobilisation. Commencer. Oui, tout à fait, la mobilisation. Alors, il peut y avoir en l'occurrence, c'est un dilectus partiel en 107, c'est-à-dire que ce n'est pas une armée entière qui est levée, c'est ce qu'on appelle un supplementum, c'est-à-dire une mobilisation partielle qui va permettre de renforcer et de relever une armée qui est déjà sur le terrain. C'est important, ce n'est pas un point de détail, parce que c'est un point qui a parfois été oublié, que l'initiative prêtée par les sources à Marius en 107 porte en fait sur un contingent qui est extrêmement réduit et ne concerne pas l'enrôlement de la totalité des légionnaires de cette année-là et que le précédent, si précédent il y a, au fond, n'a peut-être pas non plus la portée générale qu'on a pu lui attribuer. Et Marius, c'est une figure extrêmement importante de l'histoire romaine, de l'histoire politique. C'est aussi celui qui incarne, aux yeux des modernes, et j'insiste bien sur ce point parce que c'est au fond quelque chose qu'on ne trouve pas dans les sources anciennes, qui incarne la figure d'un réformateur. Son nom est donc associé à l'idée même de réforme militaire. Et d'autre part, c'est autour de lui, de son nom, de sa figure, que l'historiographie moderne a choisi de périodiser donc, l'histoire de l'armée romaine. Donc on a, en fait, pour le dire très clairement, une armée pré-marienne et une armée post-marienne. Le pivot étant cette fameuse année 107 que vous avez rappelée. Alors cette armée pré-post-marienne, si elle est construite comme ça, c'est aussi parce qu'il a un rôle militaire et politique très important. Quel est le contexte ? Pourquoi est-ce que Rome fait face à des menaces qui font que quelqu'un comme Marius a une importance militaire énorme dans ces années-là ? La fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, elle est marquée pour Rome par des difficultés militaires qui sont incontestables, ou en tout cas très, très clairement évoquées dans les sources. Alors, en Numidie, avec la guerre contre Jugurtha, qui est d'ailleurs le contexte... c'est l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, oui, tout à fait. Donc, qui est le contexte dans lequel cette fameuse levée de 107 s'effectue, puisque Marius réussit donc à se faire élire au consulat, obtient le commandement de l'armée d'Afrique en remplacement de Métellus, qui est à ce moment-là l'impérator, le général qui est à la tête de l'armée d'Afrique. Et c'est donc pour pouvoir mener à bien la lutte contre le roi Jugurtha, donc que ce recrutement est fait. Et puis, dans la foulée après, il y a donc les guerres contre les Cimbres et les Teutons, qui sont contemporaines puisqu'elles débutent en 113, mais qui vont valoir à Marius donc d'être reconduit plusieurs années de suite dans son consulat
puisqu'il paraît le plus à même de faire face à cette menace, avec une grande crainte de l'opinion publique, comme on dirait aujourd'hui à Rome, qui est que ces barbares envahissent l'Italie. On peut ajouter que Marius a cet avantage de prendre sa place dans ces espèces de grands couples de l'histoire romaine qu'on retient facilement. Il y a Marius et Sylla, il y a Pompée et César, il y a Octavien et Marc-Antoine. Enfin, souvent, on périodise et on scande l'histoire de la fin de la République et des débuts de l'Empire avec ces grands couples d'opposés. Et Marius et Sylla, alors on ne sait généralement pas grand-chose sur eux, mais on sait qu'ils sont opposés à peu près dans cette période-là. Et donc, ça en fait une sorte des points d'ancrage de la culture générale sur ces années-là, quoi. Complètement. Et alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était un peu le premier impérator. On pourrait nuancé en disant qu'avant lui, un Scipion l'Africain, par exemple, pourrait être décrit également ainsi, mais c'est vrai Scipion l'Africain, donc le grand héros, notamment des guerres puniques, le vainqueur d'Hannibal, à Zama en 202. Mais la nouveauté avec Marius, c'est donc que c'est quelqu'un qui n'appartient pas à ce qu'on appelle la noblesse et qu'il construit une carrière hors norme, avec notamment... au fond, cette monopolisation du consulat à la fin du IIe siècle, qui est fondée exclusivement sur ses mérites militaires. Et c'est ce qui, finalement, confère à sa trajectoire cette valeur paradigmatique qui, pour nous, fait de lui le premier des impératores de la fin de la République. Et donc, pour revenir à notre point de départ, pourquoi c'est important Marius en 107 ? Parce que ce personnage qui va devenir ensuite une sorte de figure de sauveur. Il a gagné contre Jugurtha, et puis il a sauvé Rome des barbares. Et donc, il a été élu et réélu consul, et on n'avait jamais vu ça autant de fois d'affilée, avec un grand chef de guerre, homme nouveau, issu quand même de couches sociales relativement modestes. Donc, c'est tentant de faire de lui, en tout cas, qui n'est pas de la haute aristocratie, c'est tentant de faire de lui quelqu'un qui non seulement était un sauveur, mais presque un sauveur visionnaire, qui aurait remodelé l'armée, qui en aurait fait cet outil efficace. Et il se trouve qu'on a un petit passage de Salluste qui dit, au détour de cette description de la levée d'hommes de 107, il fut le premier qui, contrairement aux mœurs des ancêtres, enrôla dans l'armée des prolétaires. Alors, il faut faire un sort à cette phrase, parce que finalement, il y a tout s'échafaude à partir de ce passage. Oui. Alors, ce passage, c'est une phrase, cette monographie que Salluste consacre rétrospectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à ce conflit. C'est cette phrase-là qui a été en quelque sorte mobilisée par l'historiographie moderne pour en déduire une généralité. Au fond, c'est une généralisation qui consiste à dire, Salluste nous dit que Marius effectue son dilectus. Alors, ce n'est pas Salluste qui dit que c'est le premier. Lui se contente de dire qu'il l'a fait et il donne ensuite une explication, un commentaire des raisons pour lesquelles Marius a pu le faire. Donc, d'avoir procédé au dilectus sans tenir compte des critères censitaires et d'avoir fait appel aux volontaires. Et il ajoute donc que ces volontaires étaient pour la plupart... d'ailleurs, il ne dit pas des prolétaires, il dit des capite censi, donc ceux qui faisaient partie des classes censitaires les plus basses. Parce qu'il faut peut-être rappeler que prolétaire, avant son acception marxiste, disons, prolétaire, c'était ceux qui étaient en dehors de ces classes censitaires, ceux qui étaient en dessous. Tout à fait. Prolétarius, capite census, c'est des... disons... L'historiographie moderne peine à distinguer ces deux catégories, c'est la raison pour laquelle... bien souvent, malgré le témoignage explicite de Salluste, son recrutement est attaché à la notion de prolétaire. Disons, retenons pour être clair qu'il s'agit de non-possédants, en fait, qui n'ont pas, on va dire, d'autres richesses que soit leurs enfants, soit eux-mêmes. En fait, c'est ça que... Donc Marius aurait fait rentrer ces fameux bas-fonds sociaux. Donc, non. Si Salluste a dit ça, alors qu'en est-il ? Alors, Salluste le dit, mais c'est une phrase, et ensuite, il la commente. Et c'est là où il faut replacer une information que l'on pense factuelle dans un discours qui est en réalité un projet littéraire qui est celui de Salluste. Et le projet littéraire de Salluste, c'est au fond une méditation sur la décadence de Rome, sur comment en est-on arrivé là dont on parlait tout à l'heure. Et il voit en Marius quelqu'un qui a participé
à cette évolution à travers, et il en fait une figure négative à travers son ambition excessive. Et en fait, les conditions dans lesquelles ce Dilectus 207 s'est réalisé est attribué par Salluste à l'ambition du consul. Mais c'est donc le jugement négatif de l'auteur latin porte sur l'intention du consul et non pas sur la nature en fait des recrues en question. Et il n'y a pas de commentaire de sa part sur finalement les conséquences de cet enrôlement. Ce sont les modernes qui vont extrapoler en quelque sorte sur cela. Donc on a déjà un décalage entre finalement le discours de Salluste qui se place dans une certaine perspective et l'interprétation que les modernes ont pu en faire après. Mais tout ça, ça pose des questions très fondamentales et très génériques sur l'histoire ancienne et l'histoire en général et sur l'histoire romaine en particulier, qui est qu'est-ce qu'on fait de ces sources qui sont en vérité assez lointaines, pas suffisamment pour que on les élimine totalement. Bon, Salluste, il écrit 70 ans après. Il y a une continuité générationnelle, je sais à peu près, mais c'est à peu près la même proximité qu'entre Jésus et les évangélistes. Donc c'est des gens qui ne sont pas connus, mais qui ont pu partager une génération. C'est des auteurs aussi qui couchent sur le papier des traditions, qui sont autour d'eux, en tout cas des discours ambiants, probablement. Et donc se pose la question... Qui ont accès à des sources que nous n'avons plus aujourd'hui, mais dont on ne sait pas lesquelles elles sont, exactement. Et donc ça pose une question vraie de... On utilise ça parce qu'on n'a pas le choix. D'ailleurs, c'est intéressant. En fait, vous montrez qu'on a le choix et qu'on pourrait faire autrement. Mais en tout cas, l'idée traditionnelle, c'est que 60-70 ans, quand c'est tout ce qu'on a et que quelqu'un parle clairement de quelque chose, autant le prendre. Mais tout l'édifice du bouquin, c'est de détricoter ça et de montrer que en vérité, il faut reprendre le dossier pièce à pièce et qu'on ne peut pas se contenter d'un oui-dire 50 ans plus tard, quoi. Alors vous avez tout à fait raison et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la nature de la documentation. C'est-à-dire que cette armée romaine qui fascine en fait encore aujourd'hui, celle de l'époque justement de Marius, de Sylla, celle de l'époque de César, de Pompée, contrairement à une impression qu'on peut encore avoir, c'est une armée qui est très mal documentée. Et finalement, dans un panorama documentaire très pauvre, sur laquelle on a beaucoup écrit. C'est-à-dire qu'il y a une profusion immense, mais des siècles plus tard, on passe son temps à penser à l'armée romaine, mais on n'a pas plus de sources originales. Non, mais ce n'est pas un cas isolé. Prenons le cas de Spartacus, par exemple. On a écrit des quantités invraisemblables de livres ou réalisé des films sur Spartacus alors qu'on ne sait rien de lui et qu'on n'a que quelques lignes le concernant. Et on pourrait multiplier les exemples. Bien, en fait, l'armée romaine, c'est un peu le même cas de figure. D'autant que l'épigraphie est très pauvre pour la République, contrairement à l'Empire, parce qu'on pourrait se dire, les auteurs, le corpus littéraire, il est fermé à moins d'un miracle. Dans les sables égyptiens, on trouvera un papyrus, mais en gros, ça n'arrive jamais. Et donc, on a un stock d'auteurs et de textes, Salluste, César, Polybe, ça ne bougera pas, mais on pourrait trouver des inscriptions avec des fouilles, mais en fait, les inscriptions, on les trouve surtout pour la période postérieure de l'Empire. Tout à fait. C'est pas un type de documentation qu'on a. Les premières inscriptions, c'est dans les années 50. Au plus tôt. Oui, parce que parfois on a des inscriptions qui disent un tel soldat, un tel de tel grade, a fait tel vœu, est enterré ici. Donc, oui, mais c'est pas pour autant qu'on aurait par exemple un renseignement sur l'origine sociale des soldats. Ouais. Et on aurait quand même un peu plus que pour la période républicaine. C'est-à-dire que même ce qu'on a pour l'époque impériale est pas... Pas nécessairement. Et d'ailleurs, les collègues qui travaillent sur l'armée impériale peuvent se heurter aussi à des difficultés liées à... la possibilité d'identifier les milieux sociaux d'origine des soldats, alors même qu'ils disposent de cette documentation épigraphique. Donc ce ne serait pas forcément résolu, mais ça nous aiderait en tout cas à mieux connaître le fonctionnement de l'institution, puis surtout d'avoir des documents sur les soldats eux-mêmes, même si les informations pourraient être limitées. Et en fait, le problème est un peu un problème où la nature a horreur du vide. Et donc, on a peu d'informations claires, on a en réalité... une documentation qui est bornée par deux monstres, Polybe,
en amont, donc au milieu du IIe siècle, qui nous fournit une description de la militia de son époque, bien que les spécialistes estiment que peut-être elle est déjà un petit peu obsolète ou anachronique à ce moment-là. Et puis un siècle plus tard, au milieu du 1er siècle, le corpus césarien, qui ne décrit rien, même si on a tendance à lui faire décrire les choses. En réalité, César ne décrit rien, il se place dans une autre perspective, mais il donne quand même une quantité d'informations absolument extraordinaires, mais des informations qu'on peine à replacer dans un cadre cohérent parfois. Et donc, finalement, quand on y réfléchit, on voit que Marius, il est au milieu de ces deux points de repère. Donc, la fameuse phrase de Salluste, elle offre, au fond, aux yeux des modernes, la possibilité presque inespérée, dans ce désert documentaire, d'identifier un point de transformation qui nous mènerait de ce que Polybe nous raconte pour le milieu du IIe siècle à ce que César nous dit, et on voit bien qu'ils ne disent pas la même chose. Donc il y a eu des évolutions, de quelle nature, et finalement on survalorise l'information concernant l'année 107 parce qu'elle nous paraît finalement résoudre un problème qui est le problème de savoir comment on passe, pour le dire de manière peut-être un petit peu schématique, de Polybe à César. Et donc, comment on passe d'une armée de citoyens à une armée de quasi-mercenaires volontaires prolétaires, la lecture. Parce qu'on voit les soldats de César comme ça, mais c'est là où l'imagination prend certainement le dessus, et puis aussi une forme peut-être de rapport un peu ambigu de l'historiographie à César. Parce que la figure de César a suscité, on l'a dit, à propos de Jérôme Carcopino, par exemple, on sait que c'est dans son livre sur César, il exprime beaucoup d'admiration pour César. Le livre de référence sur l'armée républicaine en français, c'est celui de Jacques Armand, auquel je consacre un chapitre dans mon livre. C'est aussi un livre qui oppose l'armée de César à la médiocrité des autres armées romaines du temps. Donc, l'historiographie, on aborde finalement ces questions en pensant que César est un chef militaire d'exception, qu'il a noué des relations spécifiques avec ses hommes, et que cela a été rendu possible par des transformations qui inévitablement se seraient opérées dans l'intervalle entre Polybe et le milieu du 1er siècle. Alors cette lecture qui insiste sur les grandes transformations, vous montrez aussi dans votre livre qu'il y a un travers à ça, il y a tous les travers qu'on a évoqués, de s'appuyer sur des sources plus tardives, de surinterpréter un seul passage, etc. Mais il y a sans doute un autre travers aussi qui est d'idéaliser l'armée des premiers temps de la République, comme s'il y avait une armée pure et parfaite qui n'aurait fait que se dégrader, et dans cette armée originelle, il n'y aurait jamais eu de volontaires, il n'y aurait jamais eu de prolétaires, il n'y aurait jamais eu de troubles d'enrôlement. Finalement, elle aurait été cette milice idéale absolument merveilleuse, et puis ensuite, on tombe dans les guerres civiles et le désordre. Est-ce que c'est pas aussi la documentation qui change ? Est-ce qu'on n'a pas l'équivalent d'un Cicéron, par exemple, qui nous décrirait par le menu à quel point c'est dur d'enrôler des hommes quand on est consul dans les années 60 ? On n'a pas l'équivalent pour le 3e ou le 4e siècle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des biais énormes aussi dans la lecture rétrospective qu'on fait d'une armée idéale des premiers temps ? Vous avez complètement raison, et finalement, dans cette perspective, j'aurais peut-être dû intituler mon livre « Les armées imaginaires ». C'est-à-dire, en fait, on compare deux choses d'abord qui ne sont pas nécessairement comparables pour les raisons de source que vous évoquez, et puis d'autre part on compare deux fictions, deux fantasmes. Mais deux fantasmes. Du coup, on peut très bien les comparer et les opposer, c'est très pratique. Un fantasme positif et un fantasme négatif. Voilà, il y a le côté lumineux et le côté obscur, on pourrait dire peut-être. Et ça, c'est assez vrai, et ça s'adosse à une tendance qui est finalement une tendance un peu intuitive chez chacun, et les historiens n'y coupent pas, et on sait que ce sont des modèles qui sont très anciens, c'est-à-dire c'est la métaphore biologique, naissance, développement, mort. Et donc cette opposition entre une armée parvenue à son apogée idéal, qui cadre bien avec l'image qu'on se fait d'une sorte d'expansion irrésistible et de supériorité militaire romaine d'un côté, et puis ensuite une armée dégradée,
sans idéal comme certains l'écrivent, et qui cadre bien avec l'idée qu'on se fait finalement d'une force qui se retourne contre la cité, qui rend possible les guerres civiles et qui finalement est assimilée, c'est d'ailleurs souvent le cas dans l'historiographie, à une armée privée, à des armées privées qui sont finalement en compétition les unes avec les autres pour placer au sommet de la cité leurs candidats. Mais ça, ce sont dans l'un et l'autre cas des schémas qui sont des schémas qui quelque part véhiculent davantage de préjugés et ce n'est pas corroboré en fait par une documentation qui ne permet pas de le dire. Mais ça n'est pas à dire qu'il n'y a pas ce fonctionnement-là, notamment dans les guerres civiles. Évidemment qu'il y a les légions de César, il y a les légions de Pompée, et qui vont s'affronter, et que César prend avec lui ses légions, et qu'il y a une sorte de privatisation dans une certaine mesure. Mais non, justement, non. Alors non, parce que et c'est l'idée en réalité à laquelle conduit la démonstration du livre, c'est non pas d'expliquer les guerres civiles par la perte de l'idéal civique, mais l'inverse. C'est-à-dire, en fait, ces guerres civiles, c'est le moment où cet idéal civique est finalement ce qui explique la mobilisation du corps civique à travers l'engagement dans ces armées. Et donc, non, et Cicéron, on en parlait, il rappelle dans les Philippiques, il dit les armées ne sont pas des armées, n'appartiennent pas à leur chef. Alors on pourrait dire que s'il le dit, c'est que peut-être certains avaient commencé à se comporter comme si ces armées leur appartenaient. On peut aussi voir dans cette affirmation de Cicéron un argument, je veux dire, destiné à disqualifier le comportement des adversaires sans que ceux-ci se soient comportés effectivement ainsi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque Cicéron rappelle ça, il le fait pour dénoncer et affaiblir devant le Sénat ou le peuple romain la légitimité de ses adversaires. Donc ça veut bien dire que c'est quelque chose qui n'est pas accepté comme légitime à ce moment-là. Donc des armées privées, pour moi, c'est vraiment peut-être la seule façon dont on ne peut pas décrire les armées de la fin de la République. En tout cas, il y a une inconnue qui reste centrale, qui est l'inconnue sociologique, en quelque sorte, de ces armées que vous montrez, et dans laquelle, en fait, vous trouvez tous les fantasmes et tous les préjugés. Le grand ennemi du livre, en quelque sorte, c'est le raisonnement circulaire. C'est-à-dire, vous dites, en fait, on fait tout un tas de déductions, pas de la documentation, mais des préjugés qu'on avait, et une question tout à fait... un objet sur lequel ça marche très bien, c'est le butin, notamment. Vous montrez très bien que, en fait, tout le monde suppose que les armées sont des armées de prolétaires parce qu'ils veulent du butin. Et que donc, s'ils veulent du butin, c'est qu'ils n'ont pas de richesse, et que donc, s'ils n'ont pas de richesse, c'est que c'est des pauvres, et donc les armées se sont remplies de pauvres. Donc, si elles se sont remplies de pauvres, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça doit être le Dilectus de Marius en 107, et le tout se tient très bien. Et ça, c'est un des multi-non, mais en fait, vous détricotez le truc en disant... non, en fait les riches aussi veulent du butin. On n'a aucune preuve de tout ça. Et en fait, on en voulait même au IIIe et au IIe siècle autant qu'au premier. Oui, et donc il n'y a aucune inférence. Ça ne prouve que ça n'est qu'une circularité. On ne prouve que ses propres préjugés. Et puis dans les distributions de butin, ceux qui ont plus, c'est ceux qui sont déjà riches. C'est les centurions, c'est les cavaliers. Donc on voit bien que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la question donc, de l'interprétation à donner à l'initiative de Marius en 107, ce que traditionnellement on appelle la réforme ou les réformes mariennes, et d'autre part la question que vous évoquez, qui est la question donc du niveau social des légionnaires romains dans le reste, au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Historiographiquement, le premier dossier est un dossier qui a fait l'objet d'énormément de débats contradictoires et même si subsistent au fond des désaccords, nombreux sont les historiens depuis longtemps à avoir relativisé ou bien même complètement rejeté l'idée
d'une réforme marienne à la fin du IIe siècle. En revanche, l'autre dossier, celui donc de la prolétarisation, qui donne le sous-titre à mon livre, ça en revanche, ça n'a pas été discuté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même ceux qui, dans les historiens modernes, ont finalement pu aller jusqu'à relativiser beaucoup l'initiative de Marius, considèrent en fait que l'armée se serait prolétarisée même sans lui. Donc ce sont deux choses différentes. Donc l'apport du livre, c'est pas de remettre en cause la réforme de Marius, ça a déjà été fait. C'est de plutôt valider cette remise en cause. Et en revanche, c'est d'aller plus loin en disant que on va dire la vraie évolution à laquelle il faut renoncer, c'est le remplacement des recrues possédantes par donc les plus pauvres. Sachant que derrière cette notion de prolétarisation, on n'entend pas la présence de citoyens pauvres dans les armées, mais l'exclusivité donc dans les rangs légionnaires des plus pauvres, ce qui n'est pas la même chose. Je reviens un instant sur ce que disait Alexandre tout à l'heure, sur l'idée d'armée privée, d'armée de César, de Pompée, de Sulla, etc. Et vous montrez dans le livre que globalement, c'est pas le cas, et que globalement, en fait, quand il y a des situations où il y a deux armées, deux légitimités face à face, c'est plutôt le moment où les citoyens sont embarrassés, plutôt que de se dire de se ruer vers leur chef charismatique, comme on le suppose dans l'historiographie, c'est plutôt le moment où ils hésitent et ils attendent de savoir vraiment de quel côté est la légalité pour y aller. Mais est-ce qu'il n'y a pas un contre-exemple, alors vraiment très précis, qui serait le moment où le tout jeune Pompée, qui n'est pas encore magistrat, lève lui-même des armées dans sa région du Picenum, où il a une clientèle, et donc on a un passage de Plutarque qui dit ayant levé des gens de guerre, nommé des capitaines, établi les divers grades de la milice romaine, il parcourut les autres villes et fit partout de même. Est-ce que là on n'a pas quand même en germe, on est en 83 avant notre ère, au moment d'une guerre civile qui va redémarrer entre les partisans de Sulla et les anciens partisans de Marius qui est mort à cette date, est-ce qu'on n'a pas en germe l'idée d'une armée privée à travers ce que fait ce jeune homme Pompée, déjà très puissant mais pas encore magistrat? Alors c'est une armée privée, c'est une levée privée. Et c'est pas le seul exemple. Même César, pendant la guerre des Gaules, lève, on peut penser à la Légion des Alouettes par exemple, ou lève des légions à titre privé. Sauf que César, pendant la guerre des Gaules, demande au Sénat d'en reconnaître la légalité, et notamment de verser la solde de ces légions. Le cas de Pompée c'est un cas assez particulier, ça prend place dans un contexte de guerre civile. Donc oui, il a une armée privée, mais ce n'est pas une armée qui est levée dans le cadre donc du dilectus. Vous voyez, c'est-à-dire l'hypothèse... C'est l'exception dans le fonctionnement global de l'armée romaine. Oui, c'est-à-dire ça fait partie pour moi des exceptions que les guerres civiles ont pu susciter, y compris d'ailleurs ensuite dans les années 40, et aussi à l'époque triumvirale, où on voit dans la documentation qu'un certain nombre de chefs militaires, qui peuvent être d'ailleurs coupés du bassin de recrutement italien, qui ne sont pas aussi dans le, on va dire, dans le camp sénatorial à ce moment-là, ils lèvent les armées qui peuvent lever. Et de ce point de vue-là, ce sont des armées privées. Mais ça s'explique par le contexte de guerre civile. Ça n'est pas le fonctionnement normal du recrutement de la Légion qui aurait été laissé à des initiatives privées. Et d'ailleurs, le comportement de Pompée est présenté de manière... critique et présenté comme une anomalie dans les sources. Mais alors fonctionnellement, donc ça c'est le recrutement, mais fonctionnellement dans l'exercice du commandement sur ces légions, typiquement l'exemple typique de ça, c'est César et le Rubicon, on en parlait au début, mais donc César qui garde ses légions et puis qui ensuite décide de marcher, de rentrer en Italie avec. Là, quel est l'argument? L'argument, c'est que ils le font pas par fidélité, ils le font pas comme ça, ils le font parce qu'ils pensent que c'est la légalité qui est du côté de César? Oui, en tout cas, c'est comme ça que César le présente. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de conflit de légitimité, c'est comme ça qu'on définit aujourd'hui les guerres civiles.
Donc la question est de savoir où se trouve la légalité, la légitimité. Et évidemment, c'est généralement celui qui gagne qui finit par, et comme César raconte après coup, la guerre civile, il y a un beau jeu évidemment de dire qu'il était dans son droit, qu'il défendait le bon droit, etc. On n'est pas obligé de le croire. Mais en revanche, on est bien obligé de constater qu'il prend la peine, dans le livre 1 de ses commentaires sur la guerre civile, de mettre en avant cet argument-là. C'est-à-dire, ce n'est pas l'armée privée décomplexée. Ce n'est pas, on va dire, la révolte décomplexée. C'est une affirmation de légitimité. Et donc, ce qui montre bien que ce qui emporte finalement la conviction de l'opinion publique, des soldats, c'est la certitude d'agir conformément donc, à une certaine idée du devoir civique. Et ça, c'est un point extrêmement important dont on trouve d'autres traces dans la documentation, notamment plutôt à l'époque de la guerre civile précédente. Par exemple, ce qui avait pu arriver à Cinna, mais même aussi la fameuse marche de Sylla sur Rome en 88, où à chaque fois l'argumentaire consiste à comment dire, expliquer aux soldats qu'ils doivent venir délivrer la République d'une faction qui l'opprime. Et c'est la même rhétorique qu'on trouve chez César. Quel est l'argument que César place dans sa propre bouche, non pas au moment du passage du Rubicon, parce qu'il n'en parle pas, César, mais du discours qu'il tient à ses soldats au moment de passer en Italie, c'est il faut défendre la dignité du proconsul, et il faut défendre les tribuns de la plèbe qui ont été malmenés à Rome et qui sont réfugiés auprès de lui. Or, les tribuns de la plèbe sont ceux qui, aux yeux des Romains de cette époque, incarnent ce qu'ils appellent la libertas, c'est-à-dire le libre fonctionnement des institutions républicaines. C'est quand même un argument. En fait, César se présente comme un défenseur de la liberté républicaine. Là encore, on n'est pas obligé de le croire sur parole, mais on est bien obligé de constater que c'est l'argument qu'il utilise. Si on devait prendre le contre-pied de ce que vous dites et reprendre un certain nombre d'arguments qui circulent dans l'historiographie, on pourrait vous dire c'est une lecture très idéaliste des choses, alors que les choses sont beaucoup plus matérielles, et un regard matérialiste sur cette armée dira ces hommes ont suivi César pas pour la République, mais parce qu'il leur promettait des terres, et que finalement le lotissement de terres aux vétérans, c'était la clé d'explication de cette fidélisation de ces armées semi-privées ou de ces armées de volontaires liés à leur chef par ce lien personnel. Cette idée que ces imperatores, que ces grands chefs militaires tiennent leurs hommes par les terres qu'ils distribuent, est-ce que c'est pas une explication? Est-ce que ça fonctionne comme explication ou pas? Alors ça ne fonctionne pas complètement. C'est-à-dire qu'il est clair que dans la documentation, la question de la distribution des terres, qui est une question fondamentale, est très associée à la question militaire et aux soldats à partir donc de la fin du IIe siècle. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait constater avant, c'est-à-dire l'idée de distribution à des citoyens qu'on allait lotir sur des terres prises sur les terres publiques, par exemple, comme dans le cas des Gracques, c'est quelque chose qu'on ne voit plus de la même façon, même si César l'a fait quand même aussi, en 59 ou ensuite pendant la guerre civile. Mais c'est vrai qu'on met en avant ces récompenses données aux soldats. Donc incontestablement, ce sont des récompenses qui ont fait partie de la panoplie des récompenses qu'on pouvait donner aux soldats, qui faisaient partie des attentes aussi de ces soldats, et ça on le voit très bien à l'époque des guerres civiles. Donc constater ça, c'est pas nécessairement la même chose que de penser qu'il s'agit de la motivation des soldats pour y aller. Donc d'une manière générale, à Rome, comme Claude Nicolet d'ailleurs l'avait bien montré dans le livre que j'ai évoqué pour commencer cette émission, la guerre est ce qu'on appelle un munus, c'est-à-dire c'est une charge, mais une charge aussi qui a sa contrepartie. Les Romains ont toujours attendu une contrepartie de la guerre, qu'il s'agisse d'ailleurs des chefs ou des hommes. Et donc, à l'époque de César, mettons, parmi les récompenses attendues, il y a les terres, mais ce qu'on constate dans la documentation, c'est que ces distributions, 1, elles ne sont pas si fréquentes, 2, elles ne concernent pas tous les soldats,
3, elles ne sont pas limitées aux simples soldats. C'est-à-dire que dans les distributions, vous avez aussi des terres qui sont distribuées aux officiers, aux cavaliers qui sont normalement recrutés parmi les plus riches. Donc ça ne peut pas être une explication de type purement économique. Et même si c'est une contrepartie attendue, à mon avis, il faut être un peu plus prudent en imaginant que c'est en fait la raison d'être de l'engagement de tous ces gens finalement dans les légions, y compris à l'époque de la guerre civile. Au fond, c'est vraiment le truc qui ressort page après page du bouquin, c'est il faut être prudent. Il faut être prudent, et il faut être prudent. Les sources ne disent pas exactement ce qu'on leur fait dire, si on les lit attentivement, etc. Mais au fond, ça renvoie à quelque chose que vous détaillez dans un endroit du livre, qui est que on ne peut pas avoir les mêmes espoirs, les mêmes attentes en termes d'analyse sociologique des armées romaines, et même vous montrer de la société romaine, que ce qu'on aurait aujourd'hui. On n'a juste pas la documentation, on ne sait même pas quelle est la proportion de prolétaires à Rome, donc on aurait du mal à en induire une surreprésentation ou une sous-représentation dans les armées, parce qu'on ne sait pas combien de prolétaires il y a à Rome, et on ne sait pas combien il y en a dans les armées. Donc ça va être difficile de faire cette comparaison. En revanche, ce que vous montrez, en tout cas le contre-argument assez implacable dans le bouquin, c'est que vous dites, ce que vous disiez à l'instant, mais vous dites, des aristocrates, il y en a toujours. L'argument central, c'est l'effacement des aristocrates. Et vous montrez, on a voulu voir ça dans le fait qu'il y avait de moins en moins de cavalerie légionnaire, parce que les cavaliers légionnaires, c'était les plus riches qui pouvaient avoir un cheval. Effectivement, ça a de moins en moins d'importance tactiquement dans les batailles romaines. Vous dites, mais enfin, en fait, il y en a toujours, et dans les discours, surtout, ça apparaît toujours comme un motif de légitimité, y compris dans une carrière politique. Il n'y a aucun moment où le passage militaire devient un truc indifférent, voire vu négativement pour un citoyen riche. Non, ça reste toujours une source de légitimité dans les discours. Donc c'est que les citoyens n'ont pas été remplacés complètement par les prolétaires, puisqu'ils sont toujours là et c'est toujours valorisé. Alors les prolétaires sont des citoyens. Oui, pardon. Mais alors il y a deux choses. Il y a les aristocrates. C'est un débat autour, on va dire, d'une forme de démilitarisation des couches supérieures de la société, qui auraient trouvé, c'est peut-être une vision un peu contemporaine d'ailleurs, d'autres débouchés et d'autres, je dirais, éléments de distinction. Mais le livre, finalement, s'intéresse moins à ces aristocrates qu'aux citoyens immédiatement en dessous. Parce que quand on parle, par exemple, de la première classe censitaire, vous avez des possédants, mais vous n'avez pas que des gens qu'on classerait, nous, parmi vraiment le haut de l'élite sociale, et encore moins les aristocrates qui, eux, au fond, on devrait réserver sans doute cette appellation aux centuriers équestres et aux chevaliers romains. Parenthèse, parce que vous montrez très brièvement dans le truc qu'il y a un problème de vocabulaire fondamental toujours, c'est-à-dire qu'on part de sources de gens qui sont très très riches. C'est-à-dire nos sources latines sont des gens extrêmement riches, donc quand ils disent que les gens sont pauvres, ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres, ça veut dire qu'ils sont moins riches qu'eux, qui sont très 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 riches. Et donc on a une ambiguïté essentielle du vocabulaire. Oui, c'est-à-dire quel est le sens du mot pauvre dans nos sources latines. Il peut avoir évidemment le sens de vrai pauvre, mais c'est très rare que dans les textes que nous avons conservés, il soit utilisé véritablement dans ce sens. C'est plutôt relatif. Et puis, ça relève souvent d'une logique qu'on trouve beaucoup, par exemple, chez Cicéron, qui est la logique de l'invective. On parlait tout à l'heure de Marius. Vous disiez, c'est quelqu'un qui est d'un niveau social plus modeste. Marius, c'est un chevalier romain. Donc, c'est un aristocrate. Donc, il ne fait pas partie, évidemment, de la plus haute aristocratie, n'appartient pas à une famille noble, mais il est quand même marié à une noble, la tante de César, rappelons-le. Donc, en fait, il appartient à la jet set de l'époque, si on peut dire. Les 1%. Oui, exactement. Il n'est pas du tout modeste. Ça, c'est l'historiographie moderne qui en a fait une sorte de soldat ayant gravi l'échelle sociale à la force, justement, de ses mérites. C'est complètement en décalage, même avec ce que les sources nous disent. En revanche,
on nous explique effectivement que il est obscur, mais c'est relativement par rapport à ceux qui sont... Un nobilis en latin, c'est celui qui est connu, reconnu. Donc c'est vraiment ce vocabulaire-là. Donc il faut faire attention à ça. Dans le livre, en fait, il ne faudrait pas non plus, disons, que les auditeurs pensent que ce livre défend l'idée qu'il n'y a que des riches ou des très riches dans les armées romaines. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est-à-dire où on aboutirait finalement à renverser de manière un peu caricaturale le paradigme qui prévaut à l'heure actuelle. Les armées romaines, il n'y a que des pauvres, avides de butin et oublieux de tout idéal politique, civique ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on pense. Et moi, j'aurais éventuellement à ce moment-là renversé en disant non, ce sont que des très riches qui sont animés par les plus hautes convictions. Non, c'est pas du tout ça. L'idée, c'était de dénoncer finalement une approche précisément trop simpliste de la documentation, d'une part, et d'autre part, de réinjecter de la complexité dans un milieu militaire qui, à mon sens, reste marqué par l'hétérogénéité sociale. C'est-à-dire que le principe décrit par Polybe, c'est celui, pour le milieu du IIe siècle, d'une hétérogénéité. Vous avez des soldats qui sont recrutés à tous les niveaux censitaires. D'ailleurs, ça se reflète, nous dit-il, dans leur équipement. Et au fond, ce qu'on pense, c'est que cette hétérogénéité disparaît au 1er siècle avant Jésus-Christ au profit, en fait, d'une homogénéité, mais par le bas. Donc, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est de dire que ce qu'on entrevoit, si on veut bien les lire comme ça, dans les sources, c'est que l'hétérogénéité se maintient. Sous quelle forme? Ça, c'est un problème auquel il est plus difficile de répondre. Est-ce que c'est la même hétérogénéité qu'au milieu du IIe siècle? C'est pas sûr, mais elle existe quand même. Et donc, pour ça qu'à un moment, dans le livre, j'insiste sur le fait que la présence de citoyens possédants, alors après, selon quel niveau de fortune, nos sources sont quand même insuffisantes pour le dire. C'est ça, on n'a pas les déclarations d'impôts de l'époque. Non, mais ils sont toujours là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls à être là. Et puis surtout, possédants, bon voilà, il peut y avoir des possédants qui ont beaucoup, d'autres moins. Alors il y a un petit texte quand même, un passage de Suétone, alors évidemment c'est plus tardif, qui va dans ce sens-là et qui nous dit qu'au début de la guerre civile, eh bien, dans l'armée de César, les soldats les plus riches, finalement, eh bien, assistaient ceux qui avaient moins. Donc voilà, on a comme ça des moments dans les sources où eh bien, des notations permettent de penser que cette notion d'hétérogénéité dont je parle et à laquelle je crois, elle n'était pas impensable pour les auteurs anciens. Et le dernier exemple que je voudrais donner, c'est Cicéron. Au fond, la discussion qu'on a, elle prend acte des limites de notre documentation. Donc ça, c'est important de regarder en face ces limites. Mais ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est les limites de l'interprétation qu'on en donne. Par exemple, Cicéron, dans les Philippiques, c'est vrai, dresse un portrait très péjoratif des soldats d'Antoine. Mais toute l'historiographie, à juste titre, s'est appuyée sur ces passages de Cicéron pour dire, bah, vous voyez, Cicéron considère les soldats comme des brutes, comme finalement des gens infréquentables, etc., etc. Sauf qu'à côté, il y a autant, voire plus, de commentaires élogieux de Cicéron, par exemple sur les soldats qui ont pris le parti du Sénat. Ça, évidemment, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on fait un choix dans les exemples qu'on mobilise. Et ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est de faire une histoire un peu à part égale entre ceux qui, dans la documentation, finalement, bien reflètent certains des préjugés des auteurs, on en parlait à l'instant, et puis d'un autre côté, bien d'autres passages où ces préjugés sont d'une certaine façon retournés, selon la logique de l'invective dont je parlais. Donc en fait, ce que fait Cicéron, et je termine, c'est juste que ceux qui sont au fond de son côté, ce sont des bons citoyens, ceux qui sont du côté adverse, ce sont des mauvais citoyens, et ça vaut pour les soldats comme pour les sénateurs.
Prenons le portrait qu'il fait de Pison, par exemple. On a l'impression que c'est un horrible voyou, et c'est la même logique. Une des choses fascinantes, peut-être pour terminer dans votre livre, c'est que derrière cette armée imaginaire que vous déconstruisez, qui est largement l'armée des modernes, en fait, en lisant les documents pour d'autres raisons, sans chercher les preuves de la réforme marienne, la prolétarisation, etc., on trouve d'autres choses, et on trouve des choses notamment sur cette armée réelle, qui passent parfois inaperçues, avec des détails factuels, moi que je connaissais pas ou que j'avais jamais vu à ce point-là, qui sont une armée dans laquelle les soldats ont des esclaves avec eux, dans laquelle il y a des vieux qui aident les plus jeunes et les plus jeunes ont du mal à s'aguerrir. Autrement dit, il y a plein de dynamiques sociales qui ne sont pas d'ordre sociologique, de quelle origine sociale sont les soldats, mais des dynamiques sociales presque anthropologiques sur ce qu'est un soldat romain du 1er siècle. Et en fait, les sources, si on leur pose d'autres questions que celles de la prolétarisation, en fait, elles peuvent nous dire un certain nombre de détails sur comment fonctionnait la vie militaire. Oui, au fond, mais ça c'est un problème, je pense, plus général en histoire, c'est comment est-ce qu'on lit la documentation. Et sur l'armée romaine, alors on lit cette documentation en prêtant, comme je le disais, plus d'attention aux critiques qui peuvent être apportées et qui ne sont pas nécessairement majoritaires vis-à-vis des soldats. Ça, c'est un premier point, ça rejoint cette vision péjorative dont je parlais. Et puis d'autre part, il y a aussi finalement une idée préconçue qui empêche parfois, je trouve, les modernes d'être attentifs aux détails que vous évoquez, c'est la vision très moderniste en fait qu'on a de l'armée romaine, y compris pour le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors on retrouve ces débats qui agitent la communauté des historiens dans d'autres domaines, l'opposition modernisme, primitivisme. Pour l'armée romaine, ça existe aussi. C'est-à-dire que voir l'armée romaine à l'image comme prototype en fait d'une armée moderne, c'est aussi finalement ne pas faire attention dans la documentation à tous ces éléments qui nous montrent que probablement si une machine à remonter le temps nous amenait en pleine guerre des Gaules dans le camp de César, on serait incapable de reconnaître cette armée romaine comme une armée, parce qu'on y verrait une foule de non-combattants, des gens qui, pour nous, n'ont rien à faire là, mais qui, en fait, accompagnaient les soldats et, je pense, même si c'est difficile à prouver, les accompagnaient parfois jusque sur le champ de bataille, comme pour d'autres époques, avec, finalement, des valets qui viennent leur apporter le bouclier, des armes de rechange, et ça, c'est très difficile à voir dans la documentation, mais je pense qu'il faut abandonner notre vision un petit peu idéale et moderne de l'armée romaine pour imaginer d'autres modes de fonctionnement. Et à ce moment-là, quand on lit les textes, on est plus attentif à ce qui, normalement, selon cette vision moderne, sort du cadre. Peut-être toute dernière question, puisque une des représentations qui a beaucoup, y compris pour moi, pour nous, je pense, forgé l'image des armées romaines de cette époque-là, c'est la série Rome de HBO, donc, qui est sortie il y a quoi, 20 ans 2005. 2005, ouais. 2005-2007 pour les deux saisons. Ça ne nous rajeunit pas. Et non, mais du coup, question de, je vais vous la poser très brutalement, est-ce que le livre invalide la série HBO ou est-ce que qu'est-ce que vous en gardez, qu'est-ce que vous en jetez? Une série dont on peut dire que par ailleurs, qui a beaucoup été louée pour son exactitude historique, en tout cas sa fidélité aux sources, notamment dans les retournements de l'histoire, les tumultes de l'histoire politique, pompéo-césarienne, etc. Oui, et puis même visuellement, parce que c'est pas une Rome de carton-pâte et de marbre blanc, c'est une Rome beaucoup plus bigarrée, beaucoup plus vivante, il y a des choses qui tiennent, quoi. Alors, il faudrait presque une émission entière sur la série Rome. En réalité, je l'ai faite avec quelques collègues précédemment, donc j'invite les gens à écouter Parole d'Histoire, on mettra le lien. Alors j'irai aussi l'écouter. Mais effectivement, la série Rome, que j'avais adorée, moi, à l'époque, alors j'avais adoré, et puis après j'en avais étudié certains épisodes, notamment le premier, avec des étudiants. Et quand on regarde dans le détail, alors on s'aperçoit que cette première impression qui frappe, et qui m'avait frappé moi aussi, c'est-à-dire, enfin, un péplum qui finalement prend le contre-pied et va vers une image un peu plus authentique finalement des choses, c'est assez largement excessif comme première impression. C'est plutôt par contraste avec le reste. Après, quand on regarde dans le détail,
je ne vais pas dire que tout est faux, mais pas loin. Concernant l'armée romaine, il faut oublier. Mais même, par exemple, la série s'ouvre par Alésia, si vous vous en souvenez, le premier épisode, 52 avant Jésus-Christ, puis une scène devant le Sénat romain, où les sénateurs, notamment il y a Caton, demandent à Pompée des nouvelles de son co-consul. Ce qui évidemment est fait, sachant qu'en 52 avant Jésus-Christ, César n'est pas consul, il est proconsul, mais qu'en 52 surtout, c'est l'année où Pompée est consul unique, ce qui est jusqu'en août, ce qui est d'ailleurs une anomalie. Et donc on voit en fait que voilà, la série propage, et on pourrait citer pour l'armée le fait que, alors c'est Poulot je crois, est présenté comme un ancien esclave, ce qui est impossible en fait, suivant les logiques qui sont celles de recrutement de cette armée. Et après, en termes d'équipement par exemple, c'est complètement fantaisiste. Alors j'avais un peu étudié ça. Par exemple, les casques qui sont visibles, ils sont reproduits. Par exemple, c'est ceux qu'on voit sur le tableau de Lionel Royer, où Vercingétorix dépose ses armes au pied de César. Donc c'est encore une vision très dépendante à la fois des stocks des armuriers de cinéma et d'autre part de l'imagerie du 19e siècle. Mais pour autant, c'est une série, et pour terminer juste là-dessus, qui travaille quand même la question au centre du livre, qui est la question de l'esprit civique et de la tension à laquelle on a un peu touché, mais entre fidélité personnelle au chef, à César, en même temps fidélité civique, opposition, et qui la travaille avec des ambiguïtés réelles. Oui, tout à fait. Et elle le fait bien d'ailleurs. Et encore une fois, les remarques que je viens de faire ne remettent pas en question le fait qu'il s'agit d'une série absolument remarquable et à laquelle j'avais moi-même pris beaucoup de plaisir. Mais c'est un peu une illusion de croire qu'en fait, elle va jusqu'au bout. Et notamment, elle aussi propage un certain nombre de préjugés contemporains, notamment sur ce que pouvait être une société antérieure au christianisme. Ça, c'est intéressant, mais ce serait un thème presque en soi. Par ailleurs, Poulot n'est sans doute pas le père de Césarion, mais ce serait une autre histoire. Merci beaucoup François Cadiou, et on rappelle le titre de votre livre, L'armée imaginaire, les soldats prolétaires dans les légions romaines au dernier siècle de la République. Merci beaucoup pour votre invitation. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon d'André. Le Rubicon, vraiment très bien choisi pour cet épisode d'André ou de moi-même. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.